Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les nouveaux spoils 1140 les gars de One Piece. C'est légendaire parce que voilà, on a des infos qui vont justement chambouler un petit peu tout ce qu'on pensait. On a énormément de théories validées encore une fois, donc voilà, l'analyse paye. Donc trop content. Donc j'espère que vous êtes bien prêts. Comme d'habitude, en début de vidéo, j'aime bien faire la petite auto-promo les gars. N'hésitez pas à soutenir, surtout pour la team YouTube. Petit like, petit follow, petit commentaire. Vous avez aussi accès aux souscriptions, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Et il y a bien sûr le Twitter, c'est là où je publie les spoils en priorité, c'est les spoils qu'on va justement analyser aujourd'hui. Et il y a aussi le Discord. Le Discord, ça vous permet d'avoir tout simplement la synthétisation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de tous les réseaux. C'est-à-dire il y aura tout ce qui est gaming, tout ce qui est spoil, tout ce qui est information autour de One Piece, salon dédié pour discuter tout simplement. Ouais, salon dédié à la discussion. Ouais, je t'aime. Et du coup il y aura évidemment des salons pour se rejoindre, parler en vocal, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour la petite auto-promo. Donc let's go, on va faire un petit live, je l'espère, plutôt sympathique. Donc voilà les gars, préparez-vous bien pour ces spoils légendaires parce qu'il y aura vraiment beaucoup de choses. Je pense que c'est un bon moment pour commencer l'analyse du chapitre 1140 de One Piece parce que justement là il y a beaucoup d'informations qu'il va falloir traiter et après on donnera tout simplement l'analyse, les théories sur tout ce qui s'est passé dans ce chapitre. Donc let's go les gars. Donc One Piece chapitre 1140, spoiler complet, le titre c'est Scooper Gaban et du coup c'est la mini-aventure de Yamato. Donc là il y a Ruzu qui attaque Ulti avec des couteaux. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations mais comme je l'ai déjà dit, la mini-aventure avance, on arrive petit à petit à la fin. Sachez que comme j'ai l'habitude de le dire aussi, on doit être à 25 couvertures de chapitres. La moyenne de toutes les mini-aventures, c'est entre 30 et 40. Donc vous avez capté qu'on est à plus de la moitié, voire beaucoup plus de la moitié. Donc on devrait arriver au dénouement de la mini-aventure très bientôt. Donc voilà, je sais pas où Oda veut nous emmener, mais ça ressemble un petit peu aux mini-aventures des ennemis, où on a justement la reconversion de certains ennemis dans l'univers de One Piece. Ça me rappelle le CP9 qui justement a une reconversion, ou même potentiellement d'autres personnes comme les prélats d'Ener, etc., des mini-aventures sur certains personnages pour justement avancer, enfin les faire avancer de leur côté dans l'univers de One Piece. Ok, on continue. Donc, première phrase, c'est Luffy vs Cooper Gaban. Donc Gaban contrôle le combat et frappe plusieurs fois Luffy. Donc là c'est légendaire, pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je vous avais dit, Gaban a une supériorité entre guillemets face à Luffy parce qu'il a l'expérience du combat, il doit sûrement être quelqu'un de surentraîné, sûrement quelqu'un qui aime le combat étant donné l'île où il a élu domicile. Donc tout se passe comme prévu par rapport à ça. Cependant, Luffy est frustré et active le Gear 5. On a bien compris que Gaban est supérieur à toutes les formes inférieures au Gear 5 parce que sinon il n'aurait pas eu besoin de le mettre tout simplement. Et du coup, Zoro rejoint le combat, mais Gaban se rend soudainement et leur donne la clé. Donc là, je pense que Gaban a compris que le Gear 5, ça allait être tendu. En plus de ça, si Zoro commence à s'y mettre, tendu. Et au final, il voulait juste tester Luffy, savoir à peu près à quel point il était fort et tout. Et il voulait pas non plus se frotter au Gear 5. Ou peut-être qu'en fait, il est tellement fort que soit il a eu un acquis de l'observation tellement fort qu'il a vu le combat en mode Gear 5 et que du coup, il l'a stoppé avant, ce qui pourrait être légendaire. Ou soit, tout simplement, il s'est dit, on va pas tout détruire, ça suffit déjà, j'ai pas besoin de ça, j'arrive déjà à analyser la personne rien qu'en le voyant se battre actuellement. Donc voilà en tout cas pour le combat Luffy vs Cooper Gaban, et d'ailleurs on aura des informations complémentaires juste après, donc attendez, vous allez voir. Alors Gonko crée un cercle magique appelé Abyss dans une forêt et invoque deux nouveaux chevaliers divins. Donc voilà, là encore une fois théorie validée dans le sens où le cercle magique est bel et bien un cercle d'invocation, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pop n'importe où dans le monde comme on veut. Ça c'est des choses qu'on n'était pas sûr, on avait émis l'hypothèse que c'était ça, on en était sûr nous de notre côté, mais voilà, là encore une fois on confirme le fait qu'il faut bel et bien quelqu'un sur place ou un cercle magique sur place pour pouvoir invoquer telle ou telle personne. Donc ça c'est quelque chose qui confirme la thèse du fait que s'il y a un cercle magique dans le château, potentiellement que quelqu'un à l'époque du roi Rad, à l'époque de Loki vs Jarl et tout ça, il y avait bel et bien quelqu'un qui avait utilisé ce cercle magique. Ça conforte notre jugement là-dessus. Par contre, ça peut être un cercle qui a été
été ajoutées bien après. Donc on reste plein d'interrogations par rapport à tout ça, mais c'est des choses qu'il faut garder en tête. On continue. Donc on a l'identité des deux personnes. Donc déjà, c'est pas un chevalier divin, c'est deux chevaliers divins. D'ailleurs, encore une fois, on le savait qu'ils allaient venir, hein, je vous l'avais dit, potentiellement qu'ils pourraient appeler des chevaliers divins, étant donné que maintenant ils sont sur place. On a donc deux chevaliers divins. Le premier, c'est Saint Somers, de la maison Shepherd, donc la même famille que Jupiter. Et c'est un grand homme avec de longs cheveux, une barbe et des lunettes. Donc voilà, la description est assez maigre, mais voilà, dans les spoils normaux, on verra bien dans les spoils complets si on peut avoir plus d'informations par rapport à tout ça. En tout cas, légendaire, sachant que voilà, les familles des doyens commencent à se révéler petit à petit, et je pense que on pourrait avoir d'autres personnes de famille de doyens qui pourraient intervenir. Sachant que je pense, dans les chevaliers divins, il ne doit pas y avoir que des saints. Potentiellement qu'il doit y avoir aussi des personnes qui ont été recueillies, etc., etc. On verra. Ensuite, le second est Saint Gillingham, de la maison Limotive. Il semble posséder le pouvoir mythique du Kirin, car il apparaît sous une forme hybride humain-Kirin. Donc voilà. Donc le Kirin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un animal composite fabuleux, issu de la mythologie chinoise, possédant plusieurs apparences. Il tient généralement un peu du cerf et du cheval, possède un pelage, des écailles ou les deux, et une paire de cornes semblables au bois d'un cerf. Créature cosmogonique, symbole d'harmonie et roi des animaux à pelage. Il ne réside que dans les endroits paisibles ou au voisinage d'un sage. Et en découvrir un est toujours un bon présage. Parfois représenté avec une corne unique, son nom est souvent traduit par licorne et il est régulièrement confondu avec le Xézi dans les langues occidentales. Donc voilà, on peut apparenter ça à quelque chose qui ressemble à une licorne. C'est peut-être le dérivé de la licorne dans la mythologie chinoise. Donc ça montre que c'est un fruit de type mythique et que c'est quelque chose de légendaire. Ça montre aussi un petit peu la puissance des chevaliers divins qui révèlent petit à petit leurs fruits de type mythique, leurs zoans mythiques. Et ça c'est légendaire parce que du coup ça montre que là on arrive à un stade du manga où tous les hommes les plus forts du monde possèdent des zoans mythiques. On a donc tous ceux du Gorosei, zoan mythique. On a les chevaliers divins qui semblent tous avoir des zoans mythiques, même des armes qui ont des zoans mythiques. Et tout simplement Luffy qui a aujourd'hui un zoan mythique après la révélation. Et pareil pour les ennemis comme Kaido, etc., etc., comme potentiellement Loki. Donc ça montre que voilà, les zoans mythiques vont prendre toute la place dans la fin de l'œuvre. C'est dommage parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'a toujours pas d'informations par rapport aux Logia. Et peut-être que les Logia pourraient avoir un éveil vraiment légendaire dans le sens où on n'a pas eu d'éveil. On sait que les Zoan ont un éveil, donc c'est une forme supérieure. On sait que les Paramécias, ils sont capables d'interagir avec leur environnement. Et tout simplement, par exemple, Kid, qui a le pouvoir du magnétisme, il peut rendre tout magnétique, tu vois. Il peut interagir avec son environnement. Et du coup, ça permet potentiellement de créer son rayon laser électromagnétique. Donc, c'est cohérent. Et là, pour les Logia, par contre, on n'a pas plus d'informations. Et ce qui est pas mal, c'est que si on n'a pas plus d'informations, je pense que c'est en rapport avec Barbe Noire, étant donné qu'il a un Logia très très spécial et que peut-être que Oda garde ce suspense pour la fin du manga quand on aura justement les révélations par rapport au pouvoir du fruit des ténèbres et l'éveil du fruit des ténèbres sera expliqué à ce moment-là. Donc voilà, à voir, mais c'est quelque chose de fou. Il y a plus de Zoan mythiques que de Loki. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de Zoan mythiques, c'est un truc de fou. On continue. Shamrock demande pourquoi deux chevaliers divins apparaissent alors qu'un seul est nécessaire. Gillingham explique que Shamrock doit retourner à Marie-Joise. Ah là là. À la fin du chapitre, Shamrock déclare qu'ils vont faire un jeu à Elbaf. Légendaire, les gars. Légendaire parce que ça, c'est une des plus grosses théories validées. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, Shamrock, c'est un gars de fin de manga. C'est un gars de fin de manga. Je pense pas qu'il va pouvoir se battre dans cet arc. Ça veut pas dire qu'il va pas revenir. Par contre, je pense sincèrement que peut-être le Gorosei vont envoyer plus de chevaliers divins. Mais là, le fait que Shamrock quitte l'île, pour moi, c'est légendaire. Peut-être qu'ils vont organiser les jeux de la chasse donc à Elbaf et qu'ils vont potentiellement revenir. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire qu'ils pourront pas. Peut-être que Luffy va battre deux chevaliers divins, ce qui va faire réfléchir tout le Gorosei en rapport avec la chasse, etc., etc. Donc là, théorie semi-validée parce que Shamrock peut revenir. Mais je vous avais expliqué, les gars, que Shamrock ne pouvait pas se battre de manière sérieuse jusqu'à une fin définitive d'un combat. Parce que s'il fait ça à Elbaf, donc l'homme qui a l'air d'être l'un des hommes les plus dangereux du monde allait tout simplement mourir ou être battu à un endroit qui correspond pas à ce que Oda a l'habitude de faire. C'est-à-dire que Oda, chef de chevalier divin, souvent il décide de le mettre à la fin. Gorosei à la fin, tu vois, on les bat pas comme ça facilement. Surtout que là, il a été introduit. Le faire mourir directement après montrerait qu'en fait, c'était pas si ouf que ça. Vous avez capté. Donc voilà, assez content du résultat. Je trouve ça vraiment légendaire. Et du coup, il y a Pupis qui dit, comme d'habitude, attendez le résumé complet avant de juger et bienvenue à Bellingham. Donc voilà, pas de pause la semaine prochaine. Et très bon chapitre, hein, très bon chapitre. En tout cas, j'ai kiffé, j'ai grave kiffé, les gars. Donc là, on va passer justement aux infos complémentaires. Donc j'ai oublié de vous les mettre. Donc là, je vais juste vous les lire, au moins vous aurez. Et c'est en rapport avec Gaban et Luffy. Donc Gaban utilise une attaque nommée qui envoie une multitude de taillades. Luffy essaie
esquive et on voit plusieurs réactions. Tandis que Zoro bloque une des attaques pour protéger Luffy. Ensuite, Luffy active le Gear 5 et s'apprête à combattre aux côtés de Zoro. Mais Gaban abandonne soudainement. Donc voilà, c'est des petites informations complémentaires qui montrent que Luffy a vraiment été surpris de la puissance de Gaban. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il va potentiellement découvrir que c'est pas n'importe qui et que c'est sûrement un des hommes de l'équipage de Roger. Et je pense qu'il va pas le dire maintenant, il va attendre sûrement le prochain chapitre, peut-être encore quelques chapitres, avant de dire que cet homme est Scooper Gaban. Donc voilà, allez, c'est parti pour la petite transition. On va directement faire l'analyse maintenant. On a pas mal d'informations autour de Luffy et Zoro, donc qui combattent. Ils sont tous surpris de la puissance de Gaban. Donc voilà, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on avait validé depuis très très longtemps. Gaban, pour moi, c'est quelqu'un de très puissant. Il n'est pas plus fort que Luffy, mais il peut être plus fort que Luffy dans certaines circonstances de combat. Là, les circonstances veulent que voilà, dans un combat très très court, juste pour tester la puissance, on peut le mettre au-dessus de Luffy. Par contre, dans un combat très long où l'endurance doit être mise à l'épreuve, connaissez, même si le Gear 5, il y a très peu d'endurance, Luffy c'est un mec qui va manger, il va revenir, il va manger, il va revenir à chaque fois, tu vois, c'est sa technique, on va dire. Donc dans tous les cas, il aurait réussi à battre Gaban sur le long terme. Par contre, sur le court terme, évidemment, Gaban, trop fort. Trop fort. Et assez content de voir qu'il a l'air de s'être entraîné toutes ces années. Peut-être qu'on va le voir se battre sur l'île contre des chevaliers divins, mais plus à la manière de Rayleigh, c'est-à-dire que peut-être qu'il va être là et il va essayer de défendre les Mugiwara en mode vas-y, je le retiens, vous pouvez avancer, tu vois. Un peu comme Rayleigh l'a fait à Shabonji. Donc voilà, c'est des choses qui, je pense, pourraient être sympathiques. Donc, légendaire, en tout cas, entre Luffy et Gaban. Même Zoro a dû rejoindre le combat, donc ça montre à quel point Gaban, quand il y va, il blague pas. Ensuite, la deuxième partie des spoils vont vraiment se concentrer sur les chevaliers divins, mais aussi sur le côté démoniaque, le côté fruit du démon de type mythique et les nouvelles familles de Gorosei qui font leur apparition. Quand je dis nouvelle famille, vous avez capté, c'est plutôt les nouveaux membres de certaines familles. Et aussi une nouvelle famille qui s'appelle la famille Limotiv. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc déjà, on a deux personnages, Saint Somers et Saint Gillingham. Donc voilà, on a deux personnes qui ont l'air d'être vraiment légendaires. Un qui vient de la famille de Shepherd. Donc les Shepherd, c'est Jupiter. Et un qui vient de la famille Limotiv. Famille qu'on ne connaît pas encore. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y en a un qui est directement transformé en Zoan mythique hybride. Et ça, c'est trop lourd parce que du coup, ça montre que Oda, lui, s'il le présente comme ça va être un ennemi qui potentiellement peut être battu facilement. Pourquoi? Parce que là, Oda ne cherche pas à cacher son identité, ne cherche pas à mettre du temps à l'introduire. Là, il y va directement, donc ça montre que voilà, il veut y aller vraiment très très vite. Donc c'est quelqu'un qui pourrait faire d'énormes dégâts à tous les membres des Mugiwara, mis à part Luffy. C'est même quelqu'un qui pourrait mettre en déroute Zoro. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on sait que Luffy est très très fort et qu'il peut battre quasiment tous les chevaliers divins. C'est quasiment une certitude, à part Shamrock peut-être. Mais par contre, le reste de l'équipage, on sait pas où ils s'en sont. Face à Sanji, face à Zoro, ça peut être vraiment un combat énorme avec énormément de tension, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et Luffy, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on envoie deux chevaliers divins pour le combattre, et c'est là où Luffy pourrait facilement être en déroute, étant donné que là, on lui envoie vraiment des personnes très très puissantes. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois pour cette fin d'arc. Ce sera potentiellement Loki en mode déchaîné, c'est-à-dire qu'il en veut tellement au monde qu'il pourrait s'en prendre à n'importe qui, les géants, les Mugiwara, les chevaliers divins, il pourrait tellement détester tout le monde qu'il n'aurait pas d'alliés jusqu'à la fin, où il se rendrait compte que Luffy est une personne digne de confiance et qui peut s'allier avec lui en gros. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que je pense que les deux personnes là qui sont arrivées, les deux chevaliers divins, pourraient tout simplement en ramener d'autres. Peut-être que Oda va décider de ramener énormément plus de chevaliers divins sur Elbaf et que peut-être qu'il y aura la fameuse chasse. Peut-être qu'elle va avoir lieu. Peut-être qu'ils vont organiser une chasse pour justement que les Tenryubito puissent conquérir l'île. Cependant, le seul hic, c'est que ça prend énormément de temps. Si on prend les informations qui ont été données à God Valley, il faut que les navires des Tenryubito se déplacent. Il faut aussi que les esclaves soient envoyés là-bas. Il faut déporter énormément de choses. Et après, il y a la chasse avec les chevaliers divins qui, justement, sont organisés pour simplement détruire l'île et prendre le contrôle de l'île, tout simplement. Donc voilà, ça prend du temps. Donc est-ce que ce sera la même chasse qu'on a vue à God Valley? Ça me semble difficile à réaliser. Et par contre, ça pourrait être une chasse rapide avec juste les chevaliers divins, sans public, etc., etc., sans mise, sans Tenryubito, sans rien, tu vois. Donc à voir. C'est potentiellement quelque chose qui pourrait arriver. Ensuite, on a tout simplement des révélations sur le cercle magique. Donc voilà, cercle magique légendaire. On a la confirmation du fait qu'il faut bel et bien quelqu'un pour invoquer les chevaliers divins. Et j'ai l'impression qu'Oda, il est malin. Il nous fait oublier petit à petit que Shamrock et Gonko sont venus dans un cercle magique et que il y avait personne. Il y avait personne. On a vu personne là-bas. Donc potentiellement que le cercle magique était déjà là-bas. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il s'est passé quelque chose en rapport avec les chevaliers divins. Soit il y a quelques années, soit il y a quelques jours, soit il y a quelques centaines d'années. C'est pas impossible
possible. Donc ça montre que la mécanique est bel et bien présente, et cette mécanique a été faite pour justement nous donner des informations sans donner de réponse. Donc pourquoi il y avait un cercle? On se pose la question. La seule information qu'on a, c'est qu'elle était dans la salle du trône. Et dans la salle du trône, souvent se trouve un roi, et le seul roi qu'on connaît sur l'île, c'est le roi Harald. Donc il pourrait avoir, on va dire, un petit lien avec les fameux chevaliers divins, les fameux Gorosei, les fameux gouvernements mondial. Cependant, il y a une théorie qu'on a déjà abordée qui pourrait faire en sorte que ce soit plutôt Jarl qui ait ce lien avec les chevaliers divins, qui soit un traître au final, et qu'il décide tout simplement de tuer le roi Harald sans que personne le sache. Et Loki, voyant son père mort, est entré en fureur, et tout le monde l'a accusé à la fin parce que Jarl a décidé de l'accuser, tu vois. Donc c'était la personne parfaite pour entrer dans le côté des méchants, tu vois. Donc à voir, est-ce que Jarl c'est un traître? Est-ce que c'est plutôt le roi Harald qui était plutôt mauvais? À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut prendre des pincettes, parce que par exemple le roi Harald voulait absolument faire en sorte que son pays soit ouvert au reste du monde. Donc qu'est-ce que le reste du monde? Est-ce que le reste du monde concerne les gouvernements mondiaux? Donc ça expliquerait le cercle magique, ça expliquerait beaucoup de choses, mais ça voudrait dire aussi que le roi Harald est méchant. Et sinon, si c'est Jarl, et ben Jarl, peut-être qu'il a agi correctement au final, parce que s'il ferme les frontières, il empêche justement Elbaf de s'allier au gouvernement mondial, et ça permet aussi aux gens d'Elbaf d'être en sécurité sur l'île, alors que si le gouvernement mondial pouvait asservir cette île, ce serait quelque chose de mauvais, autant pour le monde de la piraterie, autant pour le monde entier, tu vois, autant pour Elbaf que pour le monde entier. Donc, à voir. Tout ça, il y a énormément de zones d'ombre, mais en tout cas, on a des révélations dans le chapitre qui est plutôt pas mal. Donc voilà, si je résume, Gaban qui est très très fort, théorie validée. Les cercles magiques qui sont bel et bien des cercles invocateurs, donc ça veut dire que Shamrock et Gunko ont bien été invoqués par quelqu'un, ou en tout cas qu'ils ont utilisé un cercle magique déjà présent sur l'île. Donc voilà, là aussi, théorie validée. Le fait que les chevaliers divins reviennent sur l'île, enfin plutôt que j'avais déjà émis l'hypothèse que Shamrock puisse invoquer d'autres chevaliers divins, donc ça aussi, théorie validée, je suis assez content. Et sinon, ce qui est assez intéressant, c'est que potentiellement qu'on pourrait voir une chasse à Elbaf. Donc voilà, si Oda en a parlé, c'est qu'il y a potentiellement pas mal de chances qu'il décide d'introduire cette mécanique. Par contre, est-ce que ce sera une chasse telle qu'on la connaît? Peut-être pas, mais ça va y ressembler grandement. Et surtout, est-ce que Shamrock va faire partie de cette chasse? Je pense que oui. Déjà, c'est pas sûr déjà qu'il fasse partie, parce que s'il est parti, c'est peut-être de manière définitive parce qu'on a besoin de lui ailleurs. Ou sinon, s'il revient, je pense sincèrement que Shamrock ne sera pas battu sur cette île. Moi, je vois très bien quelque chose comme par exemple le Fisba, il n'arrive pas à battre Shamrock, ça commence à être compliqué. Et là, tu vois une entrée en matière légendaire à la fin de l'arc de Shanks qui arrive comme ça, comme un prince. Et au final, c'est à ce moment-là qu'ils disent 2 empereurs, ça peut être compliqué. Je pense que le mieux, c'est qu'on batte en retraite, tu vois. Et je vois bien ça comme ça parce que ça montrerait aussi la puissance. On verrait tout l'équipage, les retrouvailles, le chapeau de paille, tout ce que vous voulez. Et ce serait cohérent parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, je vous l'ai dit à Egghead, Luffy va pas retrouver Shanks directement à Elbaf parce que Shanks est parti. Cependant, si on voit que la chasse se met en place, que Luffy reste plusieurs jours, plusieurs semaines potentiellement sur l'île et qu'il se passe énormément de choses, là, Shanks a carrément le temps de revenir après avoir fini tout ce qu'il avait à faire avec potentiellement Barbe Noire, on sait pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui est cohérent. Et potentiellement que Barbe Noire lui-même pourrait venir, étant donné que après ça, il n'y a plus rien. Après ça, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'après Elbaf, on a rempli tous les objectifs du manga pour pouvoir se diriger vers la dernière île. Il restera plus que Road Star et le dernier Road Poneglyph. Je pense que voilà, sur cette île, on va avoir énormément d'informations qui vont permettre soit de le trouver, ou soit d'avoir une copie de ce Poneglyph. Et ça va permettre tout simplement à Shanks et potentiellement Luffy de partager un petit moment ensemble à travers les mers. Hein. Je pense que c'est ce que tout le monde veut. Voir Shanks et Luffy partir en direction la dernière île ensemble, ça pourrait être quelque chose de cohérent. Et peut-être que Shanks va s'arrêter en chemin parce que Barbe Noire arrive et que voilà, il veut que Luffy atteigne la dernière île. Donc voilà, c'est des théories, mais c'est des choses que j'adore imaginer. Donc voilà, en tout cas pour l'analyse, je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, on revient demain pour les spoils complets et après-demain pour le chapitre. Donc on aura largement le temps de détailler tout ça, mais très intéressant et très content d'avoir validé pas mal de théories. Donc pour la team YouTube, n'hésitez pas à liker, follow, rejoindre la team parce que ça nous aide énormément, autant pour l'algorithme que pour le référencement. Si vous voulez participer de manière financière, comme je le dis à chaque fois, faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez. Vous avez juste à sub sur Twitch ou même rejoindre les souscriptions YouTube. Hein. Et d'ailleurs, merci énormément à tous ceux qui le font. Ça fait grave plaisir. Et à part ça, vous avez le Twitter pour avoir les spoils en direct et évidemment le Discord pour nous rejoindre, discuter, faire des parties de gaming ensemble, faire tout ce que vous voulez. Il y a des salons dédiés pour tout. Donc voilà les gars, merci encore. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très très bientôt. Parce que je veux faire bugger le live. Dis bonjour à la cam. Elle a pas envie. Elle veut vraiment, elle aime trop la light. Elle aime trop les lumières, elle veut être la resta. Ah, vous avez une vue en 3D. Je suis explosé.